raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter une histoire qui a un décor tout à fait particulier, puisqu'il s'agit d'une ferme des Ardennes. En avril 2013, Anaïs Guillaume, 21 ans, qui était en formation dans cette ferme, disparaît. Et allez savoir si derrière cette disparition, qui est clairement un meurtre, il n'y en a pas un deuxième. Pour débriefer cette enquête, je ferai appel à Richard Delgenès du barreau de Charleville-Mézières. Et on précisera son rôle tout à l'heure dans cette affaire. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire se déroule en avril 2013 à Blagny dans les Ardennes, à quelques kilomètres de la frontière belge. Et au début, en tout cas, on pourrait la résumer comme ça, c'est l'histoire d'une messagerie qui se remplit, appel après appel. Allô Anaïs? C'est maman. On s'inquiète un peu que tu sois pas rentrée à la maison. Allô? Anaïs? C'est Madison. J'ai eu ta maman au téléphone. Elle s'inquiète vachement. Pense à l'appeler pour la rassurer. Allô Anaïs? C'est encore maman? Je commence à être vraiment inquiète. Tu pourrais me rappeler quand même? Allez, bisous. Rappelle-moi vite. Cette messagerie saturée d'appels est celle d'Anaïs Guillaume, 21 ans. Elle habite chez ses parents. Hier soir, elle a dîné avec eux. Bon, je vais voir des copains. Je rentrerai pas tard, hein. Bonne soirée à tous les deux. Je rentrerai pas tard, je rentrerai pas tard. Elle n'est pas rentrée. La mère appelle sa meilleure amie, donc, Madison. Elle était avec toi hier soir, Anaïs? Oui. Au début de la soirée, oui. Mais après, elle est partie. Et un peu plus tard, je l'ai appelée. Elle m'a dit, je te rappelle. Et elle m'a pas rappelé. Je suis très inquiète de pas avoir de ses nouvelles, tu sais ça. Moi aussi. Elle a peut-être eu un accident avec sa voiture. Vous voulez pas qu'on fasse le tour des routes du coin? Oui, t'as raison. Je t'attends, on y va ensemble. Une Mazda. Anaïs a une vieille Mazda. Les deux femmes font donc toutes les routes aux alentours de Blagny. Pas de Mazda, pas de traces d'accident. Rien. Et la journée passe. Et la nuit tombe. Anaïs a disparu. Le lendemain soir, les parents finissent par aller voir les gendarmes. Mais vous connaissez la musique, elle est majeure, patati patata, elle fait ce qu'elle veut, elle reviendra, ne vous inquiétez pas. Ah, si on pouvait coller une balise à nos gosses, on serait moins inquiets. Sauf que les parents, ils la connaissent bien, leur fille. Mais c'est pas du tout le genre, vous savez, à faire une fugue. C'est une enfant qui est très équilibrée, elle a la tête sur les épaules. Elle aurait pas fait une fugue, chérie. Je suis d'accord avec ma femme. C'est impensable qu'Anaïs ait fait une fugue. Vous la connaîtriez, vous seriez forcément d'accord avec moi. Sauf que les gendarmes ne la connaissent pas. Et que les parents, donc, perdent leur temps. Même si les copains d'Anaïs sont bien d'accord avec eux. Ah non, mais franchement, d'accord, elle adore rigoler, d'accord, elle aime sortir, d'accord, elle fait bien la fête, mais là, c'est abusé, quoi. S'il y avait un problème, elle appellerait, c'est sûr et certain, je comprends pas. À moins que sa disparition ait quelque chose à voir avec sa passion. Parce que elle a une passion, les chevaux. Elle en a deux, Fanny et Ulysse. Elle va les voir tous les jours et elle les monte dès qu'elle peut. Oh ben ça c'est sûr. On peut pas imaginer qu'elle soit partie, je sais pas où là, comme ils disent les gendarmes, sans prévenir quelqu'un qui s'occupe des chevaux, quoi. C'est quand même mal la connaître que de penser ça. D'autant plus qu'elle fait de la compète avec, du saut d'obstacles. Et en ce moment, elle rêve de participer aux Jeux équestres mondiaux qui vont se tenir en Normandie l'été prochain. Elle ne pense qu'à ça. Elle ne parle que de ça. Alors quand on caresse un rêve pareil, est-ce qu'on se tire du jour au lendemain dans une Mazda pourrie ?
Et puis il y a son boulot aussi. Elle est apprentie agricultrice, moitié au lycée professionnel, moitié dans une ferme. Elle adore ce métier, elle s'y épanouit totalement. Elle n'a pas pu envoyer balader tout ça d'un coup. Ce que les gendarmes découvriront quand ils voudront bien s'intéresser à cette histoire, c'est que l'agriculteur chez qui elle fait son apprentissage n'est pas totalement pour rien dans sa vocation. Je ne vais pas passer par 1000 circonvolutions pour vous le révéler. Elle couche avec lui. Philippe, il s'appelle. Avec un détail qui n'a pas échappé aux langues de pute du canton. Il a 40 balais, il est veuf, et il a 2 filles. Et Anaïs a 21 ans. Et tatati-tatère, et c'est pas bien normal tout ça. Mais quelle bande de commères! Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à voir des jeunes aller avec des plus vieux? Allez, je m'égare. Si on veut positiver, on peut dire qu'elle a trouvé en Philippe l'homme qui va lui offrir la vie dont elle rêve, les animaux, la nature, une ferme. Et donc, naturellement, quand il s'inquiète de la disparition d'Anaïs, ses parents, qui sont au courant de tout, finissent par appeler Philippe. Ça fait 48 heures qu'on est sans nouvelles, monsieur. Est-ce qu'elle serait pas chez vous, par hasard? Oh mais non. Justement, moi non plus, j'ai aucune nouvelle. Je sais absolument pas où elle est. Puisque les gendarmes ne veulent pas bouger, les parents d'Anaïs décident d'alerter les médias locaux. La presse régionale, les radios, la télévision. Ils ne leur parlent pas de fugue, mais d'une disparition très inquiétante. Et les journalistes, évidemment. Est-ce que vous voulez adresser un message à votre fille? Si elle vous écoute. Oui. Anaïs, si tu m'entends, reviens à la maison. On t'aime. Tes frères t'y attendent et nous aussi. On t'aime très fort, Anaïs. Ne dites jamais oui à un journaliste qui vous demande ça. C'est pour faire pleurer dans les chaumières. Rien d'autre. Ça fait maintenant 3 jours qu'Anaïs a disparu. Et puis d'un coup, il n'y a plus d'espoir. La police belge vient de retrouver sa Mazda calcinée dans un bois. À Florenville-sur-Semois, à 5 kilomètres seulement de la frontière française. Mais attention, on a retrouvé la voiture. Mais pas Anaïs. La voiture est vide. Aucun cadavre calciné à l'intérieur. Et là, pour le coup, le parquet de Charleville-Mézières ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Elle est confiée à la section de recherche de Reims, qui envoie immédiatement sur place, en concertation bien sûr avec les autorités belges, une équipe. Ils ratissent les bois, en long, en large et en travers. Ils font venir des chiens de France. Mais pas d'Anaïs aux alentours. Et puis les gendarmes français se penchent sur la voiture. Elle a été ravagée donc par le feu. Ouais, dis donc, t'as vu le siège? Il est reculé au maximum. Dites-moi, il y a quelqu'un qui sait combien elle mesurait, la petite Anaïs, là? Dans les 1m60, je crois. Elle était petite, en tout cas. Ça n'est donc pas elle qui a conduit la voiture jusque-là. C'est quelqu'un de plus grand. Et qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Oh, c'est à vous que je parle. Voilà, on reconstitue l'emploi du temps de la Miss. À quelle heure précisément elle est partie de chez vous pour rejoindre ses amis? 21h? Ah oui, c'est ça, chérie. 21h. Ses amis. Mais quels amis? Sa copine Madison dit qu'ils ont passé le début de soirée ensemble et qu'ensuite elle est partie. Partie où? Ben, chez les amis qu'elle a avec Philippe. Et d'après Philippe, ils sont rentrés à la ferme vers 23h30, chacun dans leur voiture. En somme, la dernière personne à avoir vu Anaïs vivante, c'est son chéri, son patron, Philippe. Les gendarmes le font venir pour l'interroger. Quand on est rentré à la ferme, on est monté se coucher, quoi. Vous avez eu un rapport intime? Pardon, ça peut vous paraître intrusif, mais ça peut être important.
Oui, oui, on a eu un rapport. Et après, on s'est endormi. Et puis vers 4h30 du matin, je me suis réveillé comme ça en sursaut. Elle était plus là. Elle était plus dans le lit. Alors je me suis dit qu'elle était rentrée chez ses parents. Ça lui est déjà arrivé. Et donc quand même, je lui ai envoyé un SMS. Tenez, je l'ai encore sur mon portable. Merci pour cette belle soirée et ce câlin magique. T'aurais pu me réveiller quand t'es parti. Belle nuit, bisous. Et sinon, monsieur, quel était le caractère de votre relation avec Guillaume Anaïs? Tout allait bien entre vous? Ah oui, oui. C'était top entre nous. On s'aime, hein, vous savez. D'accord. Sauf que les copines d'Anaïs racontent une autre histoire. Madison, la première. Franchement, c'était une relation chaotique, on pourrait dire. C'était je t'aime, puis je t'aime plus. Quand ça allait mieux, ça durait jamais longtemps. Pour vous dire, en 1 an et demi de relation, ils ont dû rompre au moins, je sais pas, 10 fois, 15 fois. Alors non, hein. Enfin, c'était chaud entre eux, franchement. Et Anaïs, elle en avait marre. Hein. Ce qui est confirmé par Nicolas, qui travaille lui aussi à la ferme. Oh, je les ai vus plusieurs fois s'engueuler. Hein. Et même une fois, ils en sont venus aux mains. Et lui, c'est un costaud, quoi. Hein. Il fait, vous l'avez vu, il fait au moins 2 mètres. Et il lui a collé une raclée. Elle l'a volé dans le décor. Et après, il est allé chercher un seau d'eau et il lui a balancé à la gueule. La copine Madison confirme la scène, puisque ce jour-là, Anaïs est venue se réfugier chez elle. Moi, je peux pas l'avoir oublié, ça. Elle avait des ecchymoses sur les côtes. Et elle arrêtait pas de pleurer. Elle s'était vraiment fait tabasser. Hein. Je vais vous dire, elle en pouvait plus de cette relation avec lui. Vous dites qu'elle voulait le quitter? Oui, oui. Elle en pouvait plus, je vous dis. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle l'a pas fait. Pourquoi elle l'a pas quitté? Parce qu'elle était en stage chez lui, quoi. C'était pas évident. Mais elle voulait le quitter puisque elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Qui ça? Cyril, il s'appelle. Il est beaucoup plus jeune que Philippe. Et je crois bien qu'elle était amoureuse de lui. D'ailleurs, regardez, voilà le dernier SMS qu'elle m'a envoyé. Lisez. J'ai une super nouvelle, c'est vraiment du concret avec Cyril. Je suis vraiment heureuse. C'est sûr à 100% que c'est fini avec Philippe, j'y retournerai plus. Voilà ce qu'elle m'a envoyé. Je n'y retournerai plus. Mais alors pourquoi elle est allée passer la nuit avec lui? Pourquoi avoir fait l'amour avec lui cette nuit-là? Ça ne tient pas debout. Et si Philippe avait menti? Menti quand il dit qu'elle est rentrée avec lui? Et si le message qu'il prétend lui avoir envoyé à 4h30 du matin, merci pour cette belle soirée et ce câlin magique, si ce message était bidon? À partir de ce moment-là, Philippe devient le suspect numéro 1. 15 jours après la disparition d'Anaïs, les gendarmes débarquent à la ferme et ils la passent au peigne fin. La maison, les étables, les hangars, les champs et les prairies. Chef, qu'est-ce qu'on fait pour la fosse à Purin? J'ai pas trop envie d'aller fouiller dedans. Hein. Eh ben, on va faire venir des plongeurs, qu'est-ce que tu veux? Oh ben, ils vont être contents. Content, pas content, 3 hommes grenouilles descendent dans la fosse, remplis de bouse et de pipi de vache. Bon appétit. Mais dedans, ils ne trouvent rien. Les gendarmes font alors venir un hélicoptère et des chiens. Ils fouillent la maison du sol au plafond. Ils pulvérisent du Blue Star, ce produit qui révèle les taches de sang, dans toute la maison. Ils démontent même le lit de Philippe. Et lui, pendant ce temps-là, il vaque à ses occupations. Vous pouvez continuer à chercher, hein. Vous trouverez rien. Il n'a pas tort. Ils n'ont rien trouvé.
Alors les gendarmes élargissent leurs recherches. Ils fouillent les ruisseaux, les rivières autour de la ferme, et puis les puits, et puis les forêts. Ça fait 2 mois qu'Anaïs a disparu. Deux mois après, les parents, disons les choses franchement, n'ont plus trop d'espoir qu'on la retrouve vivante. Et ils le disent aux journalistes qui viennent les interroger. Oh ben, si elle avait la possibilité de nous contacter, elle l'aurait sans doute déjà fait. Avant-hier, c'était son anniversaire. Et hier soir, c'était l'anniversaire de son grand frère. Et puis il y a eu la fête des pères, il y a eu la fête des mères. Au moins, elle nous aurait envoyé un message. Ça fait 2 mois. On attend. Aucun élément. Rien du tout. C'est pire qu'horrible. Pire qu'horrible. Il n'y croit plus. Mais il continue d'apposer des affichettes un peu partout avec leur numéro de téléphone. Et avec leurs voisins, leurs amis et leur famille, il continue d'arpenter la campagne à la recherche de quoi? D'un vêtement, d'un téléphone, mais en vérité, d'un cadavre. Presque 2 ans se sont écoulés depuis la disparition d'Anaïs. Les gendarmes ont exploré toutes les pistes, mais le mystère reste entier. Jusqu'à ce que début 2015, un journaliste aille voir Nicolas. Nicolas qui travaillait à la ferme avec Anaïs comme ouvrier agricole. C'est lui qui avait révélé aux gendarmes que Philippe la battait. Et au cours de l'entretien, le journaliste qui a manifestement eu accès au dossier lui fait une sacrée révélation. Un truc que jusque-là, personne ne savait. Vous êtes au courant que quelques heures avant la disparition d'Anaïs, votre patron a acheté 2 sacs de chaux-vives? 2 sacs de chaux-vives? Ah non, j'étais pas au courant. Vous êtes sûr? Ouais, sûr et certain. Oh ben ça alors. Dès que le journaliste est parti, Nicolas appelle les gendarmes pour vérifier l'info. Dites-moi, on m'a dit que mon patron il avait acheté 2 sacs de chaux la veille de la disparition d'Anaïs. C'est vrai? Je vous le confirme. Il a fait l'acquisition de chaux-vives le 16 avril 2013, soit quelques heures avant la disparition de votre collègue. Je vous avoue, je suis un peu surpris, quoi. Je l'ai jamais vu utiliser de la chaux-vive sur l'exploitation, Philippe. Je crois qu'il n'y en a même jamais eu en stock à la ferme, quoi. Et puis, entre nous, 2 sacs, vu la taille de la propriété, je vois pas bien à quoi ça peut servir. Avec 2 sacs, vous faites rien du tout, quoi. Avec 2 sacs, en effet, en matière agricole, on ne fait pas grand-chose. Mais 2 sacs sont suffisants pour neutraliser l'odeur d'un cadavre et pour que les chiens ne le retrouvent pas. À propos, je vous ai dit que Philippe est veuf. De quoi est-ce qu'elle est morte, sa femme? Alors, d'après les informations que j'ai pu recueillir, elle est décédée dans un accident sur l'exploitation. Donc un matin, elle est allée ouvrir l'enclos des vaches et une vache l'a bousculée, elle a été écrasée. Alors je me suis renseigné, ça peut arriver, ce genre d'accident, mais bon, tout le monde m'a dit que c'était quand même très rare. Bref, les secours sont arrivés, elle était dans le coma, et elle est décédée aux urgences de l'hôpital de Charleville-Mézières. Quand ça? Le 3 janvier 2012, précisément, un matin à 8h30. Non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Il aurait tué sa femme aussi. Oh, calmez-vous, hein. N'allez pas trop vite en besogne. Ça existe, les accidents. Alors, les gendarmes reprennent tout à zéro. Ils relisent leur dossier d'enquête, page par page. La nuit de la disparition d'Anaïs, Philippe lui a donc envoyé un SMS à 4h30 du matin. Merci pour cette belle soirée et ce câlin magique. Et ça, je ne vous l'ai pas encore dit. Elle lui a répondu. Merci à toi aussi. À propos,
Où était-elle quand elle a envoyé ce message à Philippe? Elle était à la ferme, figurez-vous. C'est ce que dit la géolocalisation de son portable. Si elle était à la ferme, est-ce que ça n'est pas lui qui l'a envoyé, ce message? Hein? Autre chose que les gendarmes découvrent 2 ans après en examinant de plus près la téléphonie d'Anaïs. Alors ça, c'est très intéressant. Figurez-vous que ce SMS de remerciement, là, merci à toi aussi, eh ben, il n'a pas été envoyé depuis le portable de Guillaume Anaïs. Ah bon? C'est-à-dire que c'est sa puce qui a été utilisée, mais c'est pas son portable. Et c'est le portable de qui, alors? C'est le portable de Gillet Céline, la première femme de Philippe Gillet. Celle qui est morte écrasée par une vache? Celle-là même. Ça alors? Quelle nouvelle! Et de un, il a pu lui envoyer lui-même ce message de remerciement. Et de deux, avec une certaine perversité, il l'aurait donc envoyé en glissant la puce d'Anaïs dans le portable de sa première femme. Ça, plus la chaux-vive. 2 ans après la disparition d'Anaïs, les gendarmes commencent à avoir pas mal de biscuits pour placer Philippe Gillet, c'est donc son nom, en garde à vue. Bien. Comment expliquez-vous, monsieur, que la nuit de la disparition de Guillaume Anaïs, elle vous est envoyé un SMS en utilisant, certes, sa puce, mais le téléphone de votre première femme, Gillet Céline? Comment je me l'explique? Elle avait pas son chargeur. Donc, quand elle avait pas son chargeur, Anaïs, il lui arrivait d'utiliser le portable de Céline, quoi. Voilà comment je l'explique. Il n'a pas cherché midi à 14h. Je vous informe, monsieur, que ce téléphone portable a été saisi lors de la perquisition de votre ferme et envoyé au laboratoire. Et on ne trouve pas l'ADN de Guillaume Anaïs dessus, monsieur. On ne trouve uniquement que le vôtre. Ah ben ça je l'avoue, je comprends pas. Comme vous ne comprenez pas sans doute que ce message ait été envoyé depuis les abords de votre ferme, monsieur. Ah bon? Alors ça non plus, je vois pas comment ça puisse faire. Elle est peut-être restée dans le coin après avoir quitté la chambre. Hein. Il est retors, le pécor. Sa garde à vue est sur le point de s'achever. Il n'a rien lâché. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus qu'à le laisser rentrer chez lui. La tête des parents d'Anaïs. 2 ans après, il pensait que ça allait enfin bouger. Eh ben non. Un an plus tard, en 2016, un nouveau juge d'instruction débarque sur l'affaire. Alors je vous ai souvent dit que l'un des drames de la justice française était la mutation permanente des juges d'instruction, mais là pour le coup, c'est une chance pour ce dossier. Le juge se plonge dans l'affaire, avec un œil neuf. Et ce qui lui saute aux yeux en premier, c'est la mort de la première femme de Philippe Gillet, écrasée par une vache. Il se dit, mais qui a pu gober ça? Dites-moi, dans l'affaire de la mort de Céline Gillet, là, on a un rapport d'autopsie? Ah non, absolument pas. Et vous savez où le corps a été inhumé? Il n'a pas été inhumé. Il a été incinéré. 4 jours après le décès. Et on n'a rien sur les conditions de la mort de cette femme? On a un rapport d'expertise médicale, mais rien de plus. Faites-le moi parvenir, je vais voir si un médecin légiste peut pas en tirer quelque chose. Hein. Le légiste reçoit le rapport, il l'examine en détail. Monsieur le juge, dites-moi, j'ai lu le rapport là, alors il y a quelque chose qui cloche tout de même. Hein. Son visage est couvert de coups, et en revanche, d'après ce que dit le médecin qui a examiné le corps, ni le foie, ni la rate, ni les poumons n'ont été affectés. Donc en vérité, on n'a pas de véritable trace d'écrasement, mais on a donc ces coups sur le visage. Nom de Dieu, il l'aurait tuée, elle aussi. Le juge fait entendre des amis du couple Gillet. Oh Céline, elle était plus heureuse avec lui, ça c'est sûr. Hein.
Surtout quand elle a appris que Philippe couchait avec sa petite stagiaire, là, Anaïs. Vous voulez dire qu'elle était au courant? Il y a un peu qu'elle était au courant. C'est pour ça que ça allait plus trop entre eux. Hein. Et elle commençait à parler de divorce. Et puis il y a eu cet accident qui est bien tombé. Hein. On peut le dire comme ça. Ah bon? Elle savait qu'il l'a trompée. Mais c'est diablement intéressant, ça. Surtout quand on s'intéresse au contrat de mariage des deux oiseaux. Céline Gillet possédait 20% des parts de l'exploitation agricole. En cas de divorce, Philippe était dans la panade. Il devait lui racheter les parts de la ferme. Et il n'en avait pas les moyens. Sacré mobile pour un meurtre. Et s'il a tué une fois, eh bien il peut très bien avoir tué 2 fois. 3 ans après, Philippe Gillet se retrouve mis en examen pour les 2 meurtres. Celui de sa femme et celui d'Anaïs. Et il file en prison. Dans cette affaire, le juge ne dispose d'aucune preuve formelle. Il n'a pas non plus le cadavre d'Anaïs. Mais il y a dans le dossier de sacrées présomptions, étayées par des éléments techniques sans appel. On va bien voir si ça va suffire à la cour d'assises. Le procès s'ouvre en mars 2019 devant les assises de Charleville-Mézières. Entre-temps, la presse a trouvé un petit nom à l'accusé. Eu égard à son activité d'éleveur de bovins, elle l'appelle le taureau des Ardennes. Une chose importante à savoir en ce début de procès, les 2 filles de Philippe Gillet soutiennent leur père. Victoria notamment, l'aînée des 2 sœurs, elle est convaincue de son innocence. Et lui, d'entrée, plaide toujours non coupable. J'y suis pour rien dans la mort de mon épouse. Et rien non plus dans la disparition d'Anaïs Guillaume. Rien. Et son avocat, Maître Combe, appuie là où ça fait mal. Enfin, je fais remarquer que dans ce dossier, l'accusation ne repose que sur de pseudo-expertises et des suppositions. Rien de plus. Certes. Et c'est vrai qu'on manque de preuves. Mais le 3 avril, au terme de 6 heures de délibéré, Philippe Gillet est acquitté du meurtre de sa femme, mais reconnu coupable de celui d'Anaïs. Il est condamné à 22 ans de réclusion criminelle. Mais le verdict est invalidé pour vice de procédure. Il va donc falloir refaire un procès. Dans l'intervalle, en septembre 2019, Victoria Gillet, la fille aînée de Philippe, reçoit un courrier anonyme. Les coupables de la disparition d'Anaïs sont toujours en liberté. Anaïs était en vie jusqu'en avril 2016. Elle a été retenue contre sa volonté en Belgique. Et la lettre dit que pour incriminer Philippe Gillet, le cadavre d'Anaïs a été enterré ensuite dans de la chaux vive, sous un tas de fumier, en face de sa ferme. Quand Victoria reçoit cette lettre, elle sort un tractopelle et elle va fouiller elle-même sous le tas de fumier. Et elle tombe sur le corps d'Anaïs. Elle appelle immédiatement les gendarmes, elle se retrouve évidemment bombardée de questions, et comme elle est un peu fragile, au bout d'1 an, elle craque. C'est moi qui l'ai écrite, cette lettre. Je l'ai écrite pour aider mon père. Et c'est lui qui vous a dit où était le cadavre? Sous le tas de fumier? Oui. Eh ben maintenant c'est clair. C'est lui qui a tué Anaïs. Et c'est ce que confirme le procès qui se tient en avril 2021 à Reims. Il est condamné non pas à 20, mais à 30 ans de réclusion criminelle, assorti de 20 ans de sûreté. Mais comme la première fois, il est blanchi pour le meurtre de sa femme, faute de preuves. Pour débriefer cette histoire, je vais faire appel à vous, maître Richard Delgenès, du barreau de Charleville-Mézières. Alors vous aviez dans ce dossier une position qui est très intéressante, puisque
vous étiez l'avocat de la plus jeune des filles de Philippe Gillet, qui se prénomme, j'ai pas donné son prénom, puisqu'elle était mineure, mais vous nous l'avez donné vous-même, qui se prénomme Irina. Donc, pour que les choses soient bien claires, les deux filles de Philippe Gillet, Irina et Victoria, elles sont parties civiles au procès de leur père, qui est accusé d'avoir tué leur mère, ou pas? Oui, elles sont parties civiles dans le procès de leur père, puisqu'il est accusé d'avoir tué leur maman, effectivement. Mais quelle est leur position, donc, au premier procès? Elles le défendent, si j'ai bien compris. Oui, au premier procès, les deux filles tiennent fait et cause pour la thèse de l'accident de leur maman, et puis tiennent évidemment fait et cause pour leur père, puisqu'elles considèrent qu'il n'est pas l'assassin de leur maman. Malgré tous les éléments du dossier qui sont exposés au fil des audiences. Mais en ce qui concerne le prétendu meurtre de la maman de mes clientes, Irina notamment, il n'y a pas de preuve, puisque la cour d'assises ne va pas condamner Philippe Gillet pour ce fait-là. Mais le fait que, en revanche, au fur et à mesure des débats, on est assez convaincu qu'il a tué Anaïs Guillaume, ça ne les fait pas bouger quant au sort de leur mère. C'est-à-dire qu'au premier procès, on n'a pas retrouvé le corps d'Anaïs Guillaume, et donc il y a toujours un doute qui subsiste dans l'esprit des filles qui soutiennent leur papa, qui lui conteste toute implication dans la disparition d'Anaïs Guillaume. Donc vous, en tant qu'avocat, au cours du premier procès, vous ne vous en prenez pas au père? Non, nous sommes une partie civile taisante, parce que pour nous, l'idée, c'est de savoir si oui ou non M. Gillet aurait tué sa femme. Et donc, on laisse se dérouler les débats pour prendre position, et on s'aperçoit au fur et à mesure des débats que la culpabilité de Philippe Gillet n'est pas établie. Après, le problème d'Anaïs Guillaume, nous ne sommes pas partie civile dans cette affaire-là. On reste cantonné sur le problème de l'éventuel meurtre de la maman d'Irina Gillet. Mais alors, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Donc elles sont parties civiles, ça veut dire qu'elles veulent être indemnisées pour le préjudice qu'elles ont subi à la mort de leur mère, mais en même temps, elles défendent l'idée que c'est pas leur père qui les a tuées. Il y a une sorte de grand écart, on est d'accord? Oui et non, c'est-à-dire qu'une partie civile ne demande pas des dommages-intérêts. Une partie civile, c'est une partie qui serait victime d'un crime. D'accord? Donc c'est le statut que l'on a devant une cour d'assises, on est victime d'un crime. Oui. Donc on prétend que la personne qui est dans le box aurait tué votre maman. Hein, c'est le postulat de départ. Mais ce qu'on constitue partie civile, c'est participer au procès. C'est prendre position au regard des éléments qui sont dans la procédure pour pouvoir se positionner éventuellement en soutenant l'accusation en disant il a tué maman, ou en ne prenant pas posture contre le parquet en disant je n'ai pas la preuve, donc moi en tant que partie civile je ne maintiens pas, je ne demande pas une condamnation de l'accusé. Mais enfin, maître, on va pas débattre là-dessus, mais être partie civile, c'est à l'issue du procès d'assises et lors du procès civil, demander à être indemnisé pour le préjudice qu'on a subi. C'est ça que veut dire le mot civil dans partie civile. Donc, pardon, mais il semble y avoir un grand écart entre l'idée de défendre l'innocence de leur père et de réclamer, quelque part, d'être indemnisé. Alors on est indemnisé si la personne est condamnée. Mais nous, la posture que nous avions, c'était de dire Irina Gillet, qui est mineure, elle a deux choix. Soit elle soutient l'accusation et elle considère que son père est un meurtrier et que sa mère n'est pas morte dans un accident, mais a été assassinée. Et donc elle perd à la fois son père, d'une certaine façon, et elle a déjà perdu sa mère. Ou alors on attend de voir et on maintient la thèse de l'accident. Et puis son père n'est pas le meurtrier de sa mère. Hein. Donc pour nous, on a une position dans l'intérêt de l'enfant, du mineur, qui est d'attendre et de prendre position pour demander dommages-intérêts, éventuellement s'il y a une condamnation. Alors, comment se comportent les avocats partie civile de la famille Guillaume? Parce que eux, évidemment, ils ont intérêt à démontrer qu'il a tué Anaïs, et pas seulement Anaïs, mais d'abord sa femme. Oui, c'est-à-dire que moi, je me suis aperçu que dans cette procédure, le juge d'instruction n'a pas demandé aux filles d'intervenir pour prendre parti à l'instruction, pour savoir si le père avait ou non tué la mère. Et donc, on est extérieur à la procédure. Et on nous demande de venir devant la cour d'assises pour soutenir l'accusation en disant votre mère a été assassinée par votre père. Voilà comment les choses fonctionnent. Et je me suis aperçu qu'on avait instrumentalisé, si je peux utiliser l'expression, l'accident de ferme de l'épouse de M. Gillet pour dire, voilà, on n'a pas le corps d'Anaïs Guillaume, on ne sait pas si c'est vraiment lui, en tout cas on a des fortes présomptions, mais n'oubliez pas qu'il a aussi probablement tué son épouse. Donc si vous voulez, lors de l'instruction demande à la famille d'Anaïs Guillaume ce qu'elle pense de l'éventuel accident ou de l'éventuel meurtre de
de l'épouse de Monsieur Gillet. Voilà comment ça fonctionne. Donc, et les filles ne sont pas là, on leur demande pas leur avis, elles participent pas à l'enquête, mais on demande à la famille d'Anaïs Guillaume ce qu'ils pensent eux de la disparition de Madame Gillet. En sens inverse, si on avait demandé aux filles ce qu'elles pensaient de la disparition d'Anaïs Guillaume, on aurait trouvé ça un peu incongru. Vous voyez ? On avait décidé de parler du deuxième procès maintenant, pour que les choses soient bien claires entre nous. Au deuxième procès, vous êtes toujours l'avocat de Irina, qui est mineure, et aussi l'avocat de sa grande sœur Victoria ? Non, puisque on a une composition au procès qui est totalement différente. Irina maintient l'appui qu'elle porte à son père pendant le second procès, alors que Victoria s'estime être manipulée par son père, puisqu'elle a découvert le corps, et ne parle plus à son père du tout, et se retourne même contre son père, refuse de se constituer partie civile, et vient en tant que simple témoin au procès pour se retourner contre son père. Là, la césure est totale. Oui, puisque les deux sœurs ne se parlent plus, il y a une cassure totale, scission totale dans la famille. La plus jeune soutient le papa et la plus âgée reproche à son père d'avoir été manipulée. Mais qu'est-ce qui fait que Irina ne peut pas lâcher son père ? Parce que les choses sont sur la table. Il n'y a pas de doute sur sa responsabilité, du coup, dans la mort d'Anaïs. Pourquoi elle veut pas, elle, admettre ? Parce que Irina, elle, soutient que son père n'a pas tué sa maman. Donc là-dessus, elle a une position très claire. Elle a eu raison d'ailleurs de soutenir cette position en première instance, puisqu'il avait été acquitté sur le meurtre de sa femme. En appel, elle soutient la même chose. Et après, même si son père est le tueur ou l'assassin d'Anaïs Guillaume, il ne demeure pas moins qu'il est son père. Et donc elle n'est pas... elle ne cautionne pas, si vous voulez, mais ça reste son papa et elle va le voir en maison d'arrêt, ça reste son père. C'est-à-dire que le fait qu'il ait tué Anaïs Guillaume, au fond, n'est pas son sujet. Oui, on peut dire ça peut être choquant à entendre, mais c'est une jeune fille de 16, 17 ans, 18 ans, qui a vu son père en prison pendant 5 ans, qui se fait à l'idée qu'il peut être un assassin ou un tueur, et c'est pas évident pour un enfant voilà, elle a perdu sa mère, elle est orpheline, elle ne voit plus sa sœur, il lui reste que son père qui est en détention et qui est peut-être un tueur. Donc, voilà, elle s'accroche à son père, elle va le voir en détention, et puis le reste après lui appartient. Parce que vous avez, dès le début d'ailleurs, toujours tenu le contact avec Victoria, même si vous n'étiez pas son avocat. Mais parce que Victoria, elle était perdue, elle a été émancipée, donc elle restait quand même jeune, il fallait se positionner avec un père en prison, elle gérait la ferme toute seule, elle gérait sa sœur, elle gérait tout ça, et elle avait besoin de quelqu'un pour la conseiller. Donc tant qu'elle elle avait la même position qu'Irina quant à son père, etc., on pouvait conseiller tout le monde à partir du moment où Victoria ne parle plus à son père, qu'elle rentre dans la procédure en tant que témoin pour avoir trouvé le corps. Là, on a un vrai problème entre les deux sœurs, puisque l'une devient partie prenante au procès et non plus la victime potentielle d'un crime. Donc Irina et sa sœur ne pouvaient plus être défendues par le même avocat et je ne pouvais plus recevoir Victoria non plus. Sans vous départir du secret professionnel, il y a une vraie dispute entre les deux sœurs, violente ? Bien sûr, il y a une vraie dispute violente. Si vous voulez, dans l'histoire, Victoria, la sœur aînée, était plus proche du père et Irina était plus proche de la maman. Et donc, il y a toujours eu, même pendant la détention de Philippe Gillet, une relation quand même très forte avec Victoria, qui gérait la ferme, qui était le bras du papa à l'extérieur, si vous voulez, qui venait prendre ses consignes en maison d'arrêt, et puis Irina qui restait à la maison, qui était tantôt en famille d'accueil, tantôt à la maison. Et donc Victoria se comportait un petit peu comme une maman de substitution. Et puis à un moment, ne parlant plus à son père, elle a trouvé un petit ami aussi Irina s'était plainte d'avoir été frappée, etc. Donc il y avait vraiment une dispute entre les sœurs qui pouvaient plus se supporter ni vivre ensemble. Est-ce que depuis, enfin c'est assez récent, hein, le procès date d'avril 2021, est-ce que depuis elles ont recollé un peu les morceaux ou pas à votre connaissance ? Oui, je pense que là, il y a eu des cassures qui ont été très importantes et puis leurs vies se sont vraiment séparées. Elles ont fait des choix radicalement différents. Je sais qu'Irina fait des études de droit pour devenir avocate, quelqu'un de courageux et puis voilà, qui avance et puis elle peut tourner la page et puis sa sœur ne souhaite plus la rencontrer pour le moment. Alors ça s'arrangera peut-être, les procès et cette histoire judiciaire, etc. viennent d'avoir une issue judiciaire justement après l'arrêt de cour d'assises, c'est tout récent, donc il faudra que le temps passe. Elle va voir son père, bien entendu, en détention ? Bien sûr. Bien sûr. Irina a toujours des liens avec son papa.
Juste un mot sur l'autre affaire, parce que certes, vous n'êtes pas engagé dedans, dans le meurtre d'Anaïs Guillaume, mais vous êtes malgré tout là au procès. Est-ce que vous avez compris, vous, pourquoi il avait tué cette fille ? Non. Non, il y a plein de raisons possibles, il y a plein de mobiles possibles, mais quand vous êtes face à quelqu'un qui nie sa responsabilité, qui ne reconnaît pas un meurtre, c'est difficile. Il est le seul et le dernier témoin des derniers moments d'Anaïs Guillaume. Alors est-ce qu'ils se sont disputés ? Est-ce que c'est un jeu sexuel qui a mal tourné ? Est-ce qu'elle a été témoin de quelque chose et il a voulu la faire taire ? Est-ce qu'on est dans le cas d'un assassinat ? Est-ce qu'il a prémédité ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce qu'il l'a frappée et elle est mal tombée ? Est-ce que il y a plein, si vous voulez, le silence de Philippe Gillet crée le mystère. On est d'accord que ce qui ressort du procès, que c'était un homme assez violent, assez raide, avec d'abord sa femme et ensuite sa maîtresse. Alors, non, pas vraiment. C'est quelqu'un de rude, mais on n'a pas de condamnation pour des violences particulières. On a des témoignages qui montrent quelqu'un de rude, qui peut faire peur, qui a une grosse voix, qui est costaud, etc. Mais on n'a pas non plus un casier judiciaire avec des violences, quelqu'un qui aurait frappé les gens. Alors après, il faut toujours se méfier a posteriori des témoins des uns et des autres. J'ai entendu dire que, ou il paraît que, ou il semblerait que. Donc il a une image effectivement à la cour d'assises de quelqu'un de plutôt rude. Mais le terme violence, pour quelqu'un qui n'a jamais été condamné ou des gens qu'on n'a pas vu avoir pris des coups, etc. En revanche, il a une relation particulière avec les femmes. Il a l'air d'être assez directif, puisqu'il a eu des aventures avec des femmes qui sont plaintes de son attitude. Il a du mal à être quitté. Au deuxième procès, mis devant toutes les preuves recueillies contre lui, il reconnaît qu'il a tué Anaïs Guillaume ? Non, Philippe Gillet va rester sur sa posture depuis le début. Il n'a rien à voir là-dedans, c'est une erreur judiciaire. Il bouge pas de ça ? Non, il n'en démord pas. Il aurait pu se défendre, je ne suis pas son avocat, mais il aurait pu se défendre peut-être en invoquant autre chose, en invoquant une violence qui a mal tourné, ou peut-être pas un accident, oui. Un accident aussi, ou un jeu sexuel qui a mal tourné, puisqu'il semblerait que ce soit des choses qu'il pratiquait. Mais en tout cas, ne pas accepter de parler de la mort d'Anaïs Guillaume, alors qu'il a l'air d'être... tout l'amène à une condamnation, c'est aussi se priver de la défense. Et aggraver son cas, puisqu'il prend quand même une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie de 20 ans de sûreté, ce qui n'est pas rien. Je vous remercie infiniment, Maître Delgenès du barreau de Charleville-Mézières. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.